Bonsoir ou rebonsoir à toutes et à tous et merci de continuer à nous regarder ou de nous rejoindre pour la suite de cette soirée spéciale Mediapart consacrée à la France face au terrorisme, un an après les attaques contre Charlie Hebdo et l'hypercachère de la Porte de Vincennes. Soirée pour laquelle je viens d'être rejoint par Mathilde Mathieu, journaliste à Mediapart. Bonsoir. Et nous allons regarder un petit extrait de vidéo. Nous allons procéder au scrutin. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 558, suffrages exprimés 557, majorité absolue 279, pour 551, contre 6, l'Assemblée nationale a adopté. Vous aurez reconnu le vote par l'Assemblée nationale de la prolongation de l'état d'urgence pour 3 mois, donc état d'urgence décrété par François Hollande dans la nuit suivant les attentats du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis. Nous sommes donc aujourd'hui à un moment charnière, puisqu'à la fois le projet de constitutionnalisation de cet état d'urgence doit être discuté par l'Assemblée nationale à partir du début du mois de février prochain, et que l'Assemblée devra, les députés devront aussi décider le 26 février prochain si cet état d'urgence est prolongé au bout des 3 mois. On avait fait déjà en décembre dernier une émission avec Mathilde qui tournait sur les abus possibles et les risques liés à cet état d'urgence. Et donc là, on avait envie de continuer la réflexion en orientant la discussion sur une question particulière. Est-ce que cet état d'urgence est contrôlable ou est-ce que c'est déjà devenu une machine à moitié folle? Alors pour cela, 4 invités nous ont rejoints. Thérèse Renaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juge au tribunal administratif de Paris et vous êtes aussi enseignante en pré-pénat. Où ça? À l'Institut de gestion et de développement public, c'est D'accord. l'émanation du ministère des Finances. D'accord. Très bonne préparation. Très bonne préparation, nous dit Marie-Françoise Bechtel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée apparentée au groupe socialiste et vous êtes vice-présidente de la commission des lois qui se trouve en première ligne pour ce qui s'agit du contrôle parlementaire de cet état d'urgence. En face de vous, Yasser Louati, bonsoir également. Vous êtes le porte-parole du collectif contre l'islamophobie en France. Et enfin, en face de vous, bonsoir, pour terminer ce tour de table, Éric Alt. Vous êtes magistrat, vous avez été le vice-président du syndicat de la magistrature et également du MEDEL, c'est l'association européen pour la démocratie et les libertés. Voilà, c'est ça. Donc démocratie et liberté, ce sont des thématiques qu'on va aborder. Donc on avait voulu un peu réunir, vous le voyez, des gens qui font du contrôle citoyen, du contrôle de type de juge, du contrôle parlementaire. Et je laisse Mathilde poser la première question. Alors, on va peut-être commencer par vous, Yasser Louati. Que fait votre collectif en matière de vigilance et de contrôle sur cet état d'urgence? Je crois que vous êtes contacté par beaucoup de personnes perquisitionnées, assignées, etc. Comment vous vous êtes organisé pour tenter de contrôler, en tout cas de repérer les éventuelles dérives de cet état d'urgence? Ça a été le rush absolu au lendemain des attentats. Donc il fallait ouvrir le bureau dès le matin du 14, parce on anticipait déjà des appels, parce que les messages de haine avaient commencé sur Facebook, les menaces de mort, tirés à vue sur les femmes voilées, les barbus, etc. Photos à l'appui, c'est assez explicite, des armes à feu, on va vous faire la peau. Et donc on a ouvert le bureau et automatiquement on s'est dit, là ça y est, ça va déborder. Donc on a dû recruter 2 avocats supplémentaires et un 3e, étendre aussi une permanence le week-end. Au 4 janvier, par exemple, nous avons 161 dossiers qui sont liés directement à l'état d'urgence, c'est-à-dire les perquisitions abusives et les assignations à résidence. Jusqu'à maintenant, les personnes qui nous ont contactés, on parle seulement de contacts directement des victimes elles-mêmes, qui vous disent on ne sait pas encore ce qu'on nous reproche. C'est toujours des motifs qui sont vagues. On cible encore les personnes, et on a lu certains procès-verbaux post-perquisition, étant donné que la personne est de confession musulmane, étant donné qu'il a un comportement suspicieux, etc. Donc on s'est retrouvé maintenant avec des personnes qui ont été brutalement perquisitionnées. On a eu la volonté d'humilier les gens chez eux, de terroriser des enfants. Ce ne sont pas des récits imaginaires. Nous avons des personnes qui nous montrent des certificats à l'appui, des photos d'appartements qui ont été saccagés. Maintenant, il y a des soutiens psychologiques qui ont dû être mis en place pour les enfants qui ont été littéralement traumatisés par des forces de police qui vous font exploser une porte et qui débarquent en saccageant tout sur leur passage, voir leur père menotté à terre et leur mère en sanglots.
Donc tout ça, il a fallu en fait ramasser recoller les morceaux des familles déjà qui ont été sacrément secouées. Et maintenant, c'est un travail à plein temps. Malheureusement, ce qu'on appelle, on va dire, entre guillemets, l'islamophobie traditionnelle, savoir discrimination et violence faite aux personnes, c'est passé au second plan. Maintenant, on travaille quasiment que sur l'état d'urgence et sur ces débordements. Et alors, comment une association comme la vôtre fait le tri entre tous les témoignages de personnes perquisitionnées qui peuvent estimer cette mesure administrative abusive, mais comment vous vérifiez et vous triez entre tous les... C'est au cas par cas. Donc en gros, ils appellent le CCIF. Donc il y a une première enquête qui est faite pour recouper les informations et authentifier bien sûr les cas. Et bien sûr, nous tentons à chaque fois. D'ailleurs, on a eu le guide du perquisitionnable pour dire en fait qu'il fallait en fait anticiper et réduire un peu la saturation du standard du CCIF. Il fallait publier un document en PDF disponible en ligne. Que faire en cas de perquisition? Donc en gros, demander le procès-verbal, et ensuite contacter le CCIF pour avoir des conseils juridiques, et auquel cas, si les personnes estiment qu'elles doivent avoir un avocat pour les aider, et bon, si après ça sera travail des juristes, je ne suis pas juriste, donc je ne peux pas m'avancer plus que ça, c'est en fait leur fournir l'aide nécessaire pour faire valoir leurs droits. Et ce qui montre qu'on est vraiment face à des mesures exceptionnelles et qui sont basées sur l'arbitraire, c'est que nous n'avons eu aucun préfet qui a pris la responsabilité et de dire oui, telle ou telle perquisition, en fait, il y a eu des débordements, on va corriger le tir. On a eu par exemple la perquisition et l'assignation à résidence d'un couple, manque de peau pour le préfet, c'était un couple combatif qui connaissait ses droits et qui ne s'est pas laissé faire. Donc après avoir utilisé toutes les voies de recours, avait fait un dépôt de pourvoi devant le Conseil d'État. Et là, comme par hasard, l'assignation a été levée. Et on voit bien qu'à chaque fois, les motifs ne sont jamais clairs. Et c'est ce qui pose problème, c'est que les gens vous contactent et vous disent « je ne sais pas ce qu'on me reproche. On me reproche d'avoir connu une personne qui serait partie en Syrie que j'ai croisée il y a 5 ans. On me reproche de fréquenter une mosquée radicale sans me dire ce que c'est une mosquée radicale. On me reproche ma barbe. On a par exemple des personnes qui sont assignées à résidence qui perdent leur emploi. C'est même arrivé à une assistante maternelle qui a perdu son agrément parce qu'une perquisition avait ciblé son mari et que son employeur en a eu vent. Et donc nous, à chaque fois, c'est des cas qu'il faut traiter vraiment un par un et authentifier, puis ensuite lancer une procédure. Et alors, outre les recours que vous pouvez faire devant la justice, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Est-ce que vous avez contacté des parlementaires, le défenseur des droits? Comment vous diffusez les informations que vous avez vérifiées? Le défenseur des droits a déjà été saisi. Et ensuite, nous sommes partis de différents collectifs qui se sont dressés, ou plutôt constitués contre l'état d'urgence. Celui qui a été mené par la LDH, d'ailleurs je reviens de chez eux à l'instant, celui qui a été lancé aussi par les associations, on va dire, dites de gauche. Donc en gros, c'est avec le droit au logement, avec différents partis de gauche qui sont aussi contre l'état d'urgence. Et là maintenant, le travail, c'est d'interpeller directement les parlementaires, parce que vous en avez une ici, c'est parfait. Justement, c'est que ce qui nous a un peu même beaucoup posé problème, c'est que avant la COP21, c'est que l'état d'urgence et ses dérives n'ont pas fait grand bruit dans les médias français. Et donc on est passé par les médias internationaux pour faire entendre la voix de ceux qui vous disent « mais on a saccagé mon appartement, on m'a craché dessus pendant une perquisition, et qu'est-ce que j'ai fait ?» Et donc là, on a eu beaucoup de couverture à la presse étrangère, et tant mieux. Vous étiez la première personne citée dans l'édito du New York Times il y a 2 jours sur les dérives de l'état d'urgence en France. Donc voilà, donc là, ça parle, le New York Times parle de lui-même. C'est qu'en fait, ce qui a posé problème, c'est qu'on s'est rendu compte des dérives de l'état d'urgence qu'après la COP21. Mais c'est toujours le même mécanisme, c'est que si on veut faire passer des mesures liberticides et dangereuses pour vivre ensemble, on commence toujours par taper sur un groupe donné, celui qui est le plus vulnérable et envers qui c'est pas politiquement risqué de le faire. Donc pendant 2 semaines et demie, 3 semaines, les musulmans en ont eu pour leur grade, sauf qu'après il y a eu la COP21 et ces mesures qui touchaient les de convention musulmane pendant 2-3 semaines ont été étendues à qui? Aux militants écolos, aux militants de gauche, et ensuite c'est là qu'on se dit « ah mais là il y a un gros problème ». Et là, j'aimerais bien que les parlementaires, justement, se rendent compte que sur le terrain, il y a des souffrances qui sont réelles. Ce ne sont pas des postures idéologiques ou des postures, comme on dit, victimaires. On parle de familles qui ont été sacrément mises à rude épreuve et qui, jusqu'à maintenant, ne savent pas comment se défendre. Et bien sûr, le travail maintenant, c'est d'interpeller directement les parlementaires.
Moi, je crois que c'est à vous, hein, Marie-Françoise Oui. Bechtel. Eh bien, je vous écoutais attentivement, monsieur, et je crois qu'il y a différentes choses dans ce que vous dites. Il y a le sujet des brutalités policières, réelles ou supposées, mais il y a eu des dérives évidentes, puisqu'il y a eu d'ailleurs une circulaire du ministre de l'Intérieur qui est intervenue le 7 décembre, je crois, puisque notre bureau s'est réuni le 9 décembre. La circulaire avait déjà été prise pour recadrer les choses et rappeler qu'on est dans un état de droit et que la police ne doit pas échapper non plus à ses maîtres, si je puis dire. Hein. Les maîtres, c'est-à-dire un gouvernement démocratiquement élu qui est responsable des actes de la police. C'est le sujet des brutalités policières. C'est un premier sujet. Nous vivons un pays où il y a une tradition policière qui, comment dirais-je, a connu plusieurs aspects. Rappelez-vous la guerre d'Algérie, rappelez-vous, nous sommes l'héritier de tout cela. Je crois en conscience que l'état de droit a quand même nettement progressé depuis lors et que ce qui était semblait socialement tolérable il y a 40 ans, à peu près, ne l'est quand même plus aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dérives. Ça, c'est le sujet des brutalités policières. Ensuite, vous avez parlé des populations entières qui sont... Et vous parlez des populations musulmanes, en réalité. C'est bien de ça que vous parliez, semble-t-il. Voilà, Semble-t-il. apparenté comme musulman, enfin réellement ou supposé considéré, musulman. tout à fait, enfin, d'origine arabe, considéré comme étant musulman, c'est bien de ça que vous parliez. Oui. À ma connaissance, les perquisitions ont eu, et les assignations aussi d'ailleurs, ont été beaucoup plus larges que cela. Il n'y a pas eu que la population, disons, d'origine arabe. Qui ont été ciblés. Et alors, il faudrait savoir aussi là-dedans s'il n'y a pas beaucoup de binationaux, ce qui nous ramène aussi à un autre débat, parce que être arabe, ça ne veut rien dire aujourd'hui dans notre pays. Oui, mais les citoyens quand on français, perquisitionne telle ou et telle qu'on origine. signifie à quelqu'un son Mais- appartenance religieuse, on l'a bien ciblé parce qu'il est supposé musulman ou réellement musulman. Alors, c'est un peu compliqué quand même, parce qu'il arrive que l'appartenance religieuse soit revendiquée. Moi, je suis moi-même élue dans un département, j'ai parlé avec le renseignement territorial, le responsable, et il y a des gens, effectivement, chez qui ils se rendent pour dire, alors, où en êtes-vous? Est-ce que le djihad vous tente? Alors, il y a une sorte de dialogue un peu factice peut-être, et on répond parfois, oui, mais dans ce pays, je ne peux pas pratiquer ma religion comme je le voudrais. Ce sont des choses aussi que les policiers chargés du renseignement entendent et qui sont parfois quand même dites, alors même qu'on est dans une zone, Je parle de zone perquisition, calme. madame, Donc, abusive. Oui, alors Après, ce qui sur peut les se passer perquisitions au-delà. abusives, je ne pense pas que ça ait touché seulement les populations aussi ciblées que celles que vous avez Non, je dis pas vocation de seulement, défendre. mais ça a commencé. C'est un problème, Je crois qu'au fond, c'est un toute la problème question plus large. du Voilà. contrôle parlementaire. Voilà. Comment, C'est la question de savoir comment on voilà. mène des Comment vous essayez perquisitions de vérifier qui sont quel est, conformes à l'état de droit, puisque nous avons voté l'état d'urgence, nous considérons, dans notre majorité, que les perquisitions sont conformes à l'état de droit. Encore faut-il voir comment ces perquisitions sont menées. Alors, le contrôle parlementaire. Alors, le Parlement, ce n'est pas l'exécutif et ce n'est pas le judiciaire. Donc, il a fallu inventer quelque chose. Parce que les précédents de l'état d'urgence, vous le savez, 55, 85, 2005, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était aujourd'hui. En 2005, c'était d'ailleurs très restreint, ce n'était pas tout le territoire de la République. Donc il a fallu inventer quelque chose à partir du moment où il y a eu ce vote sur l'état d'urgence. Le Parlement a demandé à exercer un contrôle, le gouvernement l'a accepté et a accepté aussi de lui donner les moyens de ce contrôle. Donc je considère que c'est un progrès de l'état de droit, non pas théorique, mais effectif. Alors après ce contrôle, et ça rejoint certaines, je comprends très bien, certains doutes et même indignation Des doutes, que oui. reflètent mes yeux, des indignations. Ce contrôle, il faut l'exercer à partir de données qui nous reviennent, de plaintes, d'extraits de presse, de coups de téléphone, quelquefois, naturellement, de contacts avec des associations, le Défenseur des droits ou d'autres, par exemple. Il faut donc l'exercer, il faut trier, et puis il faut voir un petit peu comment on va pouvoir, en triant tout cela, mettre le doigt sur des points qui ne nous semblent pas conformes à ce que devrait être une bonne évaluation, car l'évaluation, c'est cela notre métier en réalité, une bonne évaluation de la façon dont est mise en œuvre l'état d'urgence. Ce n'est pas facile parce que trop d'informations tue l'information, vous le savez mieux que moi. Sur les pouvoirs dont vous disposez, Oui. il faut rappeler que pour la première fois, je crois, Oui. sous la Ve République, la Oui. commission des lois, Oui. son président, ont décidé Oui. de se transformer en véritable commission d'enquête, donc avec des pouvoirs très spécifiques. En effet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit Alors, on a vu le président de la commission dire on va pouvoir aller faire des contrôles sur pièce et Oui, sur c'est ça. place, Mais aller il y a dans pas les de ça, hein. départements, les préfectures, etc. Oui, c'est-à-dire que même En sans quoi se ça consiste, transformer vos en pouvoirs la commission d'enquête, c'est classique, vous le connaissez au Parlement. Il ne faut pas interférer avec les procédures judiciaires, ce qui en l'espèce est un problème, mais ça l'est toujours, à vrai dire, dans
toutes les commissions d'enquête que j'ai connues. J'en ai connu plusieurs. Donc, si vous voulez, la commission d'enquête, c'est une chose. Mais le contrôle du Parlement que l'on a mis dans la loi état d'urgence, c'est à soi tout seul une nouveauté. La commission d'enquête n'est qu'un aspect de l'ensemble de ce contrôle. Donc, il fallait tout inventer. Contrôle sur pièce et contrôle sur place. Nous avons désigné le président de la commission des lois et un vice-président de la commission, mais membre de l'opposition, pour des raisons évidentes, qui, à eux deux, sont les délégués de la commission pour aller éventuellement faire des investigations sur pièce et sur place dans les préfectures, dans les ministères et naturellement sur les lieux de perquisition ou d'assignation. Et 2 personnes, ça suffit? Alors ça, c'est 2 personnes qui auront accès à beaucoup de documents. Et ensuite, ces personnes rendent compte au bureau de la commission. C'est le 2e cercle, j'en fais partie, puisque je suis vice-présidente de la commission, dont nous sommes 7-8. Et il a été admis que les représentants des autres groupes parlementaires pouvaient y venir pour être informés. Et là, c'est l'idée de transparence absolue par rapport à tout ce qui est venu à nos oreilles. Le 3e cercle, c'est la commission des lois tout entière. Alors là, c'est une information peut-être plus classique. Donc, si vous voulez, une masse d'informations qu'il faut digérer, des pouvoirs d'investigation sur pièce et sur place, des pouvoirs d'interrogation des ministres eux-mêmes. Le président a beaucoup insisté là-dessus. Le président de la commission, ce sont les ministres qui sont l'interlocuteur naturel. Et en même temps, une sorte de raie en zigzag qu'il faut trouver pour voir ce qui relève quand même bien du contrôle parlementaire et ce qui nous ferait basculer dans un empiètement sur les pouvoirs de l'exécutif, voire, ce qui serait presque plus grave encore, du judiciaire. Alors même s'il est encore un peu tôt pour tirer un premier bilan, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que les patrons du renseignement parlent, transmettent des informations ou font un peu de réticence, de rétention d'informations? Est-ce que les préfectures transmettent toutes les informations, les documents qui sont demandés par la commission d'enquête? Enfin, comment tout ça se passe? Ce que vous appelez patron de renseignement, ce n'est pas au sens technique du renseignement. Les patrons de la DGSI. Ah oui, non, mais ils ne sont pas tellement en cause là-dedans. Là, il s'agit des procédures policières. Les parlementaires pourraient leur demander, par exemple, comment les fameuses notes blanches sont rédigées, quelle est leur fiabilité, qui les rédige. Oui, mais enfin, là, nous sommes dans le concret, dans l'opérationnel. Le contrôle du Parlement, c'est sur la manière dont ce que nous avons voté va être mis en application. D'accord ? Et donc, les notes blanches sont un sujet intéressant, mais enfin, c'est un peu en amont. Nous sommes vraiment pris dans la glu du réel, si vous voulez, la glu de ce qui se fait en termes d'opération. Donc, ce sont des relations avec les préfets, courtoises. Moi-même, j'ai appelé mon propre préfet pour qu'il me tienne au courant de ce qui se fait, et le résultat a été tout à fait bon. Je ne dis pas que tous les parlementaires partout obtiennent tout de suite de tous les préfets des informations. Il y a une tradition du corps préfectoral qui n'est pas d'aller raconter aux parlementaires tout ce qu'il fait. Mais globalement, ce sont quand même des gens qui ont la discipline de l'État et il y a des directives très fermes de l'État. Il y a eu une réunion à Matignon, il y a eu une réunion Place Beauvau avec les représentants du Parlement chargés du contrôle, c'est-à-dire les 2 vice-présidents. Et là, tout ce qui devait être dit a été dit et tout a été mis sur la table. Vous voyez, donc on prouve un peu le mouvement en marchant. Je suis désolée de ne pas vous dire des choses plus précises, c'est très empirique. Mais c'est une première et il faudra en tirer les conséquences d'ailleurs quand nous voterons la constitutionnalisation de l'état d'urgence. On va y venir. Oui. Mais pour continuer ce tour de parole donc des différents types de contrôle possibles de l'état d'urgence, on a vu qu'il en était du contrôle citoyen, du contrôle parlementaire. Évidemment, on a envie de se tourner vers vous, Thérèse Renaud, parce que ce qui a beaucoup été dit, c'est bon, d'accord, il va y avoir des procédures d'exception parce qu'on est dans un état d'urgence, mais il y aura le juge administratif qui va permettre que tout ça se passe selon les normes de l'état de droit. Est-ce que concrètement, vous avez ce sentiment que vous contrôlez les choses ? Alors, je vais d'abord commencer par un point positif, en fait, sur la loi de prolongation de l'état d'urgence. Par rapport à la loi, on dirait la loi mère ou la loi source de 1955, la loi du 20 novembre 2015 a introduit un article 14-1 qui permet l'accès à n'importe quel individu qui serait sous le coup d'une mesure prise dans le cadre de l'état d'urgence, de déposer l'ensemble des recours devant le juge administratif. Et ce qui est particulièrement pertinent en l'espèce, c'est les recours d'urgence. Donc on parle particulier, en procédure administrative, on parle de référé, un référé liberté et un référé suspension. Donc ça n'a pas échappé aux justiciables qui ont plébiscité cette voie. Donc, le juge a accueilli tous les recours qui sont présentés. Un premier point, c'est à peu près 10% en fait, des mesures, par exemple d'assignation à résidence, qui font l'objet d'un recours en référé liberté devant le juge administratif. Donc ça, c'est pour le cadre général.
peut-être un petit mot sur ce que c'est et ce que peut faire le juge dans ces cas-là. Le référé-liberté, parce que c'est essentiellement de cela qu'il s'agit en ce moment, c'est une procédure d'urgence qui permet au juge de mettre fin à une mesure qui porte une atteinte manifestement illégale à une liberté publique. Sa particularité, c'est que ça doit être jugé en 48 heures. Donc, c'est des délais extrêmement courts. Et 48 heures, c'est calendaire, hein, c'est y compris le week-end, en fait. Hein. Donc, il y a une forte réactivité. Ensuite, toute la question, en fait, qui va se poser, c'est de savoir quel est le degré de ce contrôle. Et il faut bien être conscient. Alors, c'est vrai que le gouvernement insiste sur cette contrepartie aux mesures d'exception qui sont le contrôle du juge administratif, qui introduit un élément d'équilibre. Mais je mets quelques petits bémols tout de même, parce qu'il faut quand même bien avoir conscience que nous, ce que nous jugeons, ce sont la légalité de décisions individuelles, hein, dans ce cas de ce type de référé, savoir si elles sont conformes au texte. Donc à partir du moment où le texte, les dispositions de loi elles-mêmes permettent un très fort accroissement des pouvoirs des autorités administratives, hein, du ministre, du préfet, un renforcement des mesures de police administrative, donc préventives, par rapport aux mesures de police judiciaire qui sont sous l'autorité du juge judiciaire. Bon, évidemment, là-dessus, le juge ne peut pas grand-chose. Est-ce qu'on peut résumer les choses en disant qu'au fond, vous êtes juge de la proportionnalité? Il faut que les atteintes aux libertés publiques soient, en l'occurrence, proportionnelles au péril identifié par l'administration. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça? Et si oui, du coup, comment vous jugez de la proportionnalité? C'est une vraie question, en fait, hein, justement, de cette nature de contrôle. Donc, il faut essayer d'expliquer sans être trop technique, en fait. Hein. A priori, la procédure de référé-liberté, cette procédure d'urgence-là, compte tenu du délai très restreint dans lequel doit se prononcer le juge, ne permet pas un contrôle très approfondi. Donc le contrôle, je dirais, naturel, c'est celui de l'erreur manifeste, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement grossier. Je pourrais prendre pour exemple, on a beaucoup parlé de ça dans la presse, le couple de maraîchers bio qui a fait l'objet d'une perquisition. Ils n'ont pas fait, à ma connaissance, l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. Mais imaginons que ça aurait été le cas. Compte tenu des différents éléments, il était manifeste que la mesure était illégale, parce qu'elle ne rentre pas dans le cas de figure. En revanche, et c'est là que c'est beaucoup plus complexe, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une personne qui fréquente justement des lieux de culte dont on estime qu'ils sont radicalisés, qui a des connaissances ou des interactions avec des personnes elles-mêmes considérées comme dangereuses? À ce moment-là, le caractère manifeste de l'illégalité est beaucoup plus difficile à noter. Alors, c'est une question que se sont posées les juges, et on a vu d'ailleurs dans les premières décisions des juges administratifs de première instance, des tribunaux administratifs qui sont d'abord saisis, un certain désarroi, quitte à se défausser en ne retenant pas l'urgence pour laisser finalement un peu plus de temps pour réfléchir à la question, voire attendre ce qu'allait dire le Conseil d'État pour savoir à peu près comment juger. Et alors Le Monde titrait, je crois, il y a quelques jours, sur le réveil des juges administratifs. Alors, il faut comprendre ce que ça signifie. C'est-à-dire que ça veut dire que vous avez dormi les premières semaines. On ne peut pas dire ça. Ce serait désobligeant pour mes collègues. Hein. Non, et tous les juges ont traité les affaires donc, qui étaient à leur rapport. Simplement, ce qui était pu être constaté jusqu'il y a peu, c'est que finalement, l'intégralité des décisions étaient des décisions de rejet. En fait, en référé-liberté, soit on rejette, soit on suspend. C'est-à-dire favorable aux décisions administratives. Il n'y a pas de levée, il n'y a pas de mesure de suspension, il n'y a pas de suspension de la mesure, donc elle continue à être active. Or, on a vu, le Conseil d'État s'est prononcé aussi, ce sera quelque chose sur lequel on pourra revenir, et depuis, on va dire une semaine ou une dizaine de jours, on a vu apparaître quelques décisions quelques ordonnances en fait du tribunal administratif qui prononçaient la suspension de mesures. Et elles ont été remarquées parce que notamment les juges ont fait là pour le coup usage d'un contrôle très approfondi qui s'apparente à ce qu'on va appeler dans notre jargon un contrôle de proportionnalité, ce qui signifie de vérifier vraiment si la mesure était absolument
d'une part nécessaire et proportionné. Ou si on n'aurait pas pu prendre des mesures un petit peu moins Et alors là, fortes. vous vous appuyez sur quoi? C'est là que j'en reviens aux fameuses notes blanches. C'est ça, puisque souvent les préfectures s'appuient sur des notes blanches des services de renseignement pour dire que telle personne est radicalisée ou qu'elle fréquente une mosquée salafiste, supposée salafiste, etc. Qu'est-ce que vous faites avec ces notes blanches qui ne sont pas datées, pas signées, d'une fiabilité incertaine? Vous, juge administratif, vous avez quels moyens pour, évidemment pas les contrôler, mais comment vous procédez avec cette matière-là Alors déjà, il faut savoir que la notion de note blanche, enfin, c'est un peu consubstantiel aux notions de police administrative, puisque c'est du préventif. Donc c'est vrai que si on avait suffisamment d'éléments pour ouvrir une procédure judiciaire, ça passerait directement au judiciaire. Donc par définition, comme on est sur des mesures préventives, on est sur des choses qui ne sont pas encore caractérisées, en tout cas au sens pénal du terme. Vous permettez d'ajouter un petit mot, car j'ai vu des notes blanches dans une autre partie de ma carrière où je n'étais pas élue. Elles sont datées, enfin je veux dire, elles comportent des dates, des éléments de fait. À telle date, l'individu fréquentait assidûment une mosquée arabique, etc. Mais on retire la datation du document du fait du contenu. Pardon d'avoir... Oui, en fait, c'est vrai que ça a un côté un petit peu mythologique comme ça. La note blanche, on voit des choses très secrètes. C'est un document écrit Word, enfin, avec un certain nombre d'éléments. Le problème, évidemment, c'est pas un document dans le sens où c'est pas un arrêté dont on peut discuter de la compétence, de son auteur, etc. Enfin, certains disent, je vais schématiser un petit peu, mais c'est l'administration qui construit ses propres preuves et ensuite le juge administratif va justement, se baser là-dessus. là, c'est un point qui est très difficile parce qu'il faut vous parliez des pouvoirs du juge. Alors, il y a un pouvoir du juge qui est un pouvoir d'instruction dont il peut toujours faire usage. Ce pouvoir d'instruction n'est pas alors parce que le juge administratif est aussi un juge d'instruction, à sa manière, dont il n'est pas limité par les textes. Donc on peut faire. Je prends juste un exemple. On sort de l'état d'urgence, mais pour bien comprendre ce que c'est, quand un de mes collègues du tribunal administratif de Paris a eu à juger en référé l'opportunité en fait d'interdire aux moins de 18 ans le film Love de Gaspard Noé, il a demandé l'organisation d'une projection. Vous voyez, donc ça peut tout à fait. Il n'y a pas de. Mais compte tenu de la brièveté en fait du délai, les mesures d'instruction elles sont assez restreintes. Dans l'absolu, il n'est pas interdit d'aller faire une enquête sur place, mais c'est matériellement impossible. Éric Alt, vous êtes le dernier à prendre la parole. Est-ce que c'est symptomatique du fait qu'aujourd'hui, l'autorité judiciaire non administrative est la plus exclue du contrôle de l'état d'urgence ? Je pense qu'on part de l'idée délétère et à mon avis fallacieuse que le droit, et en particulier le juge, sont des obstacles à l'efficacité. Et que la liberté est une sorte de luxe dont il faut se priver dans des temps difficiles. Et je relève que l'essentiel de ce qui a été fait dans le cas de l'état d'urgence aurait pu l'être sous le contrôle d'un juge d'instruction ou d'un juge des libertés. L'essentiel, alors effectivement, ce juge aurait peut-être contrôlé de façon plus fine ces notes blanches. Effectivement, il n'aurait peut-être pas accordé l'assignation à résidence pour des écologistes qui représentaient une menace indirecte. Ça, effectivement, ça n'aurait sans doute pas pu être fait, mais le reste aurait pu l'être. Donc l'état d'urgence n'était pas, à mon sens, absolument indispensable. C'est-à-dire, si on voit les résultats, il y a 2 procédures en enquête préliminaire, en matière de terrorisme, antiterroriste. Il y a 500 affaires judiciaires de tous ordres, mais il y a 2 enquêtes préliminaires en matière de terrorisme qui résultent de cet état d'urgence. Ceci aurait pu intervenir dans un cadre normal. Alors maintenant, deuxième acte, est-ce qu'on constitutionnalise l'état d'urgence ? Si on constitutionnalise, il faut que ça ait un sens. On ne va pas constitutionnaliser une loi qui est déjà en vigueur, simplement pour le temps où elle restera en vigueur, peut-être jusqu'au 26 février, peut-être après. Donc la question, c'est effectivement de savoir si on inscrit, par exemple, des garanties, par exemple, un avis du Conseil constitutionnel, par exemple, si le Parlement doit continuer à siéger en continuité durant l'état d'urgence. Ça, ce n'est pas a priori dans le texte sur la protection de la nation. Et puis, troisième acte, effectivement, quid de ce qui va se passer après l'état d'urgence ? Et là, effectivement, on vient de sortir un projet sur la garantie des droits. Alors là, c'est un langage un peu orwellien, parce que dans cette garantie des droits, il y a une abrasion des libertés. Mais en gros, l'idée de ce projet tel que je l'ai perçu, c'est qu'on supprime
un certain nombre de pouvoirs du juge d'instruction ou du juge des libertés pour les donner au parquet. Et là, je m'interroge, est-ce qu'on ne va pas se trouver dans une impasse? Parce qu'on a déjà vu en matière de garde à vue que le parquet a des pouvoirs limités tant qu'il est le parquet, tant qu'il est dépendant de l'exécutif, tant qu'il n'est pas indépendant. Alors, c'est un autre sujet. Est-ce qu'on remettra à l'ordre du jour ce projet de loi constitutionnelle relatif à la nomination des magistrats du parquet? Pour l'instant, il y a beaucoup de sujets là dans tout ce que vous dites, beaucoup de sujets intéressants, mais quand même, on voulait vous interroger sur quel regard vous portez sur le contrôle aujourd'hui effectué, ou pas suffisamment à votre goût, par la justice administrative sur cet état d'urgence. Est-ce que c'est largement insuffisant? Est-ce que vous avez des choses à dire peut-être sur le statut des juges administratifs par rapport à ceux de l'autorité judiciaire? Non, les juges administratifs sont indépendants, c'est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Là, il n'y a pas la question. Mais les juges administratifs, d'abord, saisis par référé liberté, ont dit il n'y a pas urgence. Voilà, le Conseil d'État a quand même dit il faut contrôler. Lorsqu'on assigne quelqu'un et qu'on lui interdit quasiment d'exercer son emploi, qu'il doit pointer 4 fois au commissariat, il faut contrôler. Maintenant, le Conseil d'État dit on contrôle. Il a contrôlé notamment les assignations concernant les écologistes et il a admis la menace indirecte. C'est-à-dire le fait qu'un écologiste, aucun projet terroriste, mais qu'il puisse monter une manifestation dans le cadre de la COP21 qui pourrait mobiliser des forces de police et les distraire de leur fonction qui est de lutter contre le terrorisme ou de prévenir le terrorisme, ça a été admis. C'est quand même un contrôle très bienveillant. Et en plus, c'est toujours un contrôle par définition, par construction, un contrôle a posteriori, contrairement au contrôle du juge d'instruction ou du juge des libertés, qui lui apprécie s'il y a suffisamment d'éléments pour faire une enquête, pour faire une perquisition. Qu'est-ce qui peut rendre la justice administrative, par essence presque, davantage bienveillante que le juge judiciaire vis-à-vis de décisions préfectorales ou ministérielles attentatoires aux libertés? Ça, c'est une question de culture, mais oui, c'est vrai aussi que le fait qu'on statue a posteriori, qu'on statue sur la légalité d'un acte administratif, on ne se trouve pas dans la même situation que lorsqu'on voit a priori si les éléments qui sont produits sont susceptibles, même si ce sont des indices ténus, mais sont susceptibles de laisser penser qu'il y a une infraction éventuellement en train de se préparer, en train de se commettre. On ne raisonne pas de la même manière. Alors Marie-Françoise Bechtel a fait plusieurs bonds sur sa chaise là, pendant votre intervention. Parce que ce débat très intéressant m'a rappelé un débat récurrent qui a lieu dans l'hémicycle. Chaque fois qu'intervient une loi sur le renseignement, sur le terrorisme, à force sur l'état d'urgence, vous avez une grosse partie des députés, notamment de gauche, qui se mobilisent pour dire mais tout doit être sous le contrôle du juge judiciaire, seul garant de la protection des libertés. Alors, il y a une forme de mythe derrière ça, je pense. Et d'ailleurs, un certain nombre ont fini par le comprendre. Et il faut dire que vous êtes conseillère d'État. Je suis conseillère d'État et donc j'ai connu un petit peu. Et si vous voulez, comment ça fonctionnait? Je pense d'abord il y a très peu de pays où la police administrative, puisqu'on on est dans la police administrative, est contrôlée par un juge spécifique et contrôlée immédiatement, comme ça a été très bien rappelé. On parlait du New York Times tout à l'heure, mais le contrôle du Patriot Act, ça prend des années devant le juge judiciaire américain. Et il n'y a rien qui est contrôlé sur la société. Les Patriot Act sont devenus la loi de surveillance ici en France. Oui. J'étais à l'école ce n'est pas la même chose. Sous Patriot Act. Donc j'ai vu toutes ces dérives de 2001 jusqu'à l'affaire Snowden. Non, pardonnez-moi, je pense que le Patriot Act va plus loin, ce n'est pas la même chose, et surtout, il n'est pas contrôlé par un juge ad hoc, qui est le juge administratif. Alors, quand on dit qu'il contrôle moins que le juge judiciaire, d'abord, il a conquis son indépendance beaucoup plus tôt que le juge judiciaire. Il a conquis tout seul son indépendance en 1872, et depuis, aucun pouvoir politique ne peut rien lui dire. Il a annulé, enfin, il a considéré comme illégale la Cour de justice exceptionnelle prévue par le général de Gaulle à l'époque, ce qui avait créé une grosse colère du chef d'État. Aucun juge judiciaire n'aurait osé faire cette chose-là. Je vais prendre encore un exemple. C'est le Conseil d'État qui a appris à la Cour de cassation qu'il ne fallait pas admettre l'extradition dans un but politique. La Cour de cassation laissait faire la chambre d'accusation dit rien, la chambre compétente de la Cour de cassation avait un avis, elle ne disait rien. Après, il y avait un décret et le Conseil d'État disait non, si l'extradition est demandée dans un but politique, c'était l'affaire des Black Panthers d'Angela Davis à l'époque, nous refuserons et nous annulerons le décret. Donc je veux dire que sur la protection des libertés publiques, je pense que le juge administratif n'a pas forcément de leçon à recevoir du juge judiciaire. Il y a une belle tradition, mais qui est aujourd'hui un petit peu perdue peut-être. En tout cas, une tradition ancienne et très forte en matière de liberté. Je ne parlerai pas des droits
administrative ici. Thérèse Renaud, Valaisan puis des- Yasser Ladouati. Vous savez que le juge administratif éprouve énormément d'admiration pour sa juridiction suprême, qui est le Conseil d'État. Et c'est vrai qu'il y a ces grandes heures de gloire et qu'on aime rappeler aux étudiants, et notamment l'arrêt Canal et le Conseil d'État s'opposant à De Gaulle. C'est vrai que De Gaulle aussi, peut-être, avait un petit peu plus de distance du Conseil d'État. Tout de même, il y a quelque chose qui paraît un petit peu difficile. Voilà, il y a je vous dis vraiment, je vais être un peu irritante, hein, mais nous avons eu connaissance aujourd'hui de la décision du Conseil d'État qui est revenu sur la suspension d'une mesure d'assignation à résidence d'une personne, donc suspension qui a été décidée par le tribunal administratif de Nice, qui avait, il faut dire, enfin, je vous dis le point de vue de la base du juge administratif, qui avait un travail très, très fin, enfin vraiment c'est un contrôle de très forte qualité. Et c'est vrai que ça donne un signal un petit peu difficile pour les juges administratifs, sachant qu'on est encadré par cette jurisprudence du Conseil d'État, parce que c'est connu que la jurisprudence administrative est très, va dans le même sens, hein, les décisions partent pas dans tous les sens. Et c'est vrai qu'on se sent quand même un petit peu, juge administratif de première instance, un petit peu corseté, je dois dire, par les décisions qui ont été prises par le Conseil d'État. Il se trouve, alors, avec cette histoire finalement de menaces indirectes, et puis également, finalement, on ne voit plus très bien ce qui pourrait, quelle assignation à résidence pourrait finalement être suspendue. Honnêtement, c'est le sentiment que l'on a et qui est assez répandu. Enfin, Yasser attendons Ladouati, le cas reverse. Peut-être le cas reverse se produira. Oui, Vous mais lirez. pour l'instant, C'est il y a le une jeu. certaine des interrogation qui juridictions, s'exprime et je pense qu'il faut aussi que ça se Je sache. réagis en fait à plusieurs points. D'abord, on n'oublie pas la fameuse phrase de notre cher Premier ministre qui disait « cessons de faire du juridisme ». Donc ça annonçait déjà la couleur en termes de, en gros, ne manquez pas avec vos textes de loi. Mais concernant la note de M. Bernard Cazeneuve qui avait été envoyée le 7 décembre, c'est quand même malheureux qu'en France, on en arrive à devoir envoyer des rappels à l'ordre à des préfets qui sont quand même l'autorité directe de l'État au niveau local. On n'est pas en train de parler, pour citer Sébastien Fontenelle, au skinhead du coin, on est en train de parler directement au préfet et que ce rappel à l'ordre ne s'est fait qu'après la diffusion d'une vidéo montrant une perquisition brutale mais ô combien ridicule, Oui, c'est juste. à la mise à sac d'un restaurant et le propriétaire qui donne les clés pour dire « je vous ouvre la porte », on défonce quand même la porte avec les gens qui étaient assis à table en train de dîner, on saccage le bureau du comptable et on repart. Là, bien sûr, M. Bernard Cazeneuve a été mis devant la vidéo en disant « ça aurait dû être fait autrement ». Ensuite, maintenant, on parle souvent de contrôle. Mais à quoi sert un contrôle s'il n'y a pas des restrictions, s'il n'y a pas des sanctions en cas d'abus, surtout lorsqu'ils sont matériellement prouvés. Je veux dire, ce n'est pas ce qui manque. Le CCIF tire la sonnette d'alarme depuis le début de l'état d'urgence. Et c'était avant que M. Bernard Cazeneuve envoie son rappel au préfet, et ça continue après. Ensuite, on a parlé des renseignements. Je me répète un peu par rapport à mes interventions des jours passés. On a quand même subi 2 vagues d'attentats terroristes en moins de 11 mois. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de commission d'enquête pour savoir où étaient les failles. Personne n'a été limogé. Personne n'a démissionné. Alors ça, c'est Personne le n'a sujet pris de ses notre discussion de responsabilités. 19 heures. D'accord. Donc je c'était vais quand même pas- non, parce que vu qu'ils ont été mentionnés, Je suis d'accord, mais moi j'aimerais bien juste, parce qu'on ne va pas pouvoir passer par tous les points, parce qu'on arrive déjà vers la fin de cette discussion, mais quand même, il y a quelque chose d'important, il me semble, vous parlez de contrôle, et moi j'avais une question, alors peut-être moins juridique à vous poser, mais plus sur votre sentiment, qui est de savoir si la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire de peut-on contrôler l'état d'urgence, elle n'est pas déjà obsolète. Au sens où là, le journal Le Monde a dévoilé le projet de loi de réforme pénale. Est-ce que ce projet, bon, alors qui est pour le moment à l'avis du Conseil d'État, finalement ne va pas mettre hors de l'état d'urgence les éléments qu'on a vus dans l'état d'urgence, Éric Alt? Peut-être qu'on va régulariser l'exception. Et ça, c'est un sujet. Et on part d'un principe et d'un a priori. Celui du départ que je citais. A priori, le juge est un obstacle à l'efficacité. Et est-ce qu'il y a effectivement un rapport d'enquête, et j'aurais bien aimé d'avoir un rapport d'enquête qui dise c'est parce qu'un juge d'instruction est intervenu de façon trop restrictive qu'on se trouve dans cette situation-là. On n'a pas du tout ce retour d'expérience. Là, effectivement, il y a un manque de contrôle. Aux États-Unis, il y a eu plein de choses qu'on peut reprocher au Patriot Act, mais par ailleurs, le Parlement a fait un rapport et on sait maintenant quels sont les éléments qui ont permis
aux renseignements de ne pas être exploités avant le 11 septembre. En France, on ne sait pas, et je pense qu'on doit aux victimes, à leur mémoire et à leur famille, on doit savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est arrivé là, et on ne peut pas dire a priori c'est le juge d'instruction ou le juge des libertés, et on va solutionner le sujet en donnant plus de pouvoir au parquet ou plus de pouvoir au préfet. Parce que pour le dire en 2 mots, le texte de loi, le projet de loi tel qu'il a été présenté au Conseil d'État, là, dont on est en train de parler, pour dire les choses très très rapidement, certains pouvoirs des juges d'instruction indépendants sont transférés aux procureurs qui dépendent hiérarchiquement du ministère de la Justice, et d'autres pouvoirs qui étaient ceux de l'autorité judiciaire sont transmis à l'autorité administrative. Donc il y a effectivement un glissement important comme celui-ci. Madame Béchel, qu'est-ce que Moi, vous... je ne me prononce pas sur un texte dont je ne suis pas saisie. Que vous n'avez pas vu. Je suis parlementaire, en plus je suis membre de la commission des lois, je ne me prononce pas là-dessus. Est-ce qu'il y a un risque, au fond, d'inscription dans la loi ordinaire des mesures d'exception qui sont celles de l'état d'urgence? Mais ça, je ne crois pas que le Conseil constitutionnel laisserait passer dans la loi ordinaire des mesures qui... Mais avant ça, je pense que le Parlement ne laisserait pas forcément passer. Mais encore une fois, il faut voir ce qu'on a. Je voudrais rappeler une chose quand même, c'est que le pays est en très grand danger quand même. Et que nous, parlementaires, nous avons des circonscriptions, nous avons des électeurs, nous rencontrons les citoyens tous les jours et nous voyons leur désarroi. Cette affaire de déchéance qui est partie dans tous les sens montre bien le désarroi. On a dit n'importe quoi sur cette question, mais parce qu'il y a une sorte de charge symbolique très forte de tout ça, même si malheureusement, dans le droit, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Donc on a affaire quand même à un pays qui est en désarroi, on a affaire à un pays où l'intégration est en voie de désintégration, et on en a pour 20 ou 30 ans avant de reconstituer tout ça. Donc moi, ce que je crois plutôt, c'est qu'il faut des mesures civiques fortes, mais qui soient des mesures positives d'adhésion, enfin, à notre pays, comme on voit l'adhésion dans d'autres pays. On ne dit pas que les Américains sont ringards parce qu'ils aiment leur patrie, ni les Anglais. En France, ça a été ringardisé pendant de longues années. Et donc moi, je militerais plutôt pour qu'on décorsette un petit peu le débat et qu'on aille vers des mesures positives. J'ai fait circuler une pétition sur la restauration d'un service national réinventé, mais obligatoire pour tous, garçons et filles, c'est-à-dire un ferment civique, un ferment de brassage des milieux, y compris géographiques et sociaux, permettant de se réapproprier les valeurs civiques autour de l'idée qu'on doit quelque chose à la collectivité. Je pense que ce sont quand même des débats qui sont meilleurs, qui sont plus sains, qui sont plus porteurs d'avenir que savoir si on met la barre de la police administrative plutôt ici ou plutôt là. Maintenant, ça pose des problèmes que nous examinerons sérieusement au Parlement. Mais les problèmes du pays ne se résolvent pas dans le juridisme, dans ce sens-là. C'est vrai. Bon, ce sera malheureusement déjà le mot de la fin. Merci infiniment à tous les quatre. Notre soirée spéciale consacrée à la France face au terrorisme 1 an après les attentats de Charlie Hebdo se poursuit dans quelques instants. Juste le temps pour vous de profiter de notre offre d'abonnement spécial, 25 € pour 4 mois. Merci beaucoup. Passer la nuit alors. Passer la nuit là.